Bonjour à tous. Je m'adresse à vous par cette vidéo parce que je pense que je vous manque un petit peu. J'ai aussi peur que vous m'oubliez. Alors j'ai pensé que c'était un moyen d'avoir un petit contact avec vous et que vous n'oubliez pas mon visage. Donc par cette vidéo, je vais faire un petit bilan sur le chapitre sur l'Union européenne. Donc nous en étions restés, souvenez-vous, à la frise chronologique sur laquelle on avait vu que nombre de pays se sont portés candidats dans l'Union européenne et ont intégré progressivement l'Union européenne et massivement à partir de 1992. Donc je vous avais demandé de travailler sur cette vidéo, sur cette frise chronologique, ce que vous avez fait. Puis nous avions vu effectivement donc comment pourquoi le traité de Maastricht est un tournant décisif dans la construction de l'Union européenne, parce qu'effectivement, vous vous souvenez, on avait vu qu'en 1992, juste après la fin de la guerre froide, les anciennes démocraties populaires, pays satellites de l'URSS, ont porté leur candidature dans l'Union européenne. Et avec ce nombre de candidatures assez important, les pays membres alors s'étaient dit qu'il fallait approfondir les institutions de l'Union européenne. Ce traité de Maastricht donc donne naissance à l'Union européenne puisqu'elle remplace la CEE, Communauté économique européenne, mais également elle revoit un petit peu le fonctionnement des institutions. Elle renforce donc l'efficacité de ces institutions, elle renforce la démocratie, elle renforce aussi l'économie en facilitant la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Elle établit également une monnaie unique. Elle prévoit donc un partenariat au niveau de la paix, de la sécurité, de la justice, des progrès économiques et sociaux, et elle instaure enfin une citoyenneté commune. Elle envisage même d'approfondir par la suite par une défense commune et par une politique étrangère. Donc forcément, le traité de Maastricht en 1992, c'est une date que vous devez retenir, puisque c'est une date qui donne donc naissance pratiquement ou qui pose les bases de l'Union européenne actuelle. Je vous avais demandé ensuite de travailler sur l'organigramme donc de l'Union européenne. C'était pas compliqué. Par contre, qu'est-ce qu'on peut repérer sur cet organigramme? Eh bien, ça fonctionne presque comme un pays, c'est-à-dire qu'on a quand même un Conseil européen qui est une institution décisionnelle. Ce sont les chefs d'État qui prennent les grandes décisions donc, pour l'Union européenne. Ces grandes décisions sont soumises à la Commission européenne avec 28 commissaires qui vont débattre et qui vont faire des recherches pour proposer des lois au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Ainsi donc les lois, les décrets plutôt vont être discutés entre le Parlement européen dont les députés sont élus au suffrage universel direct par les citoyens européens, c'est-à-dire vous parents, mais également le Conseil de l'Union européenne qui est constitué de ministres d'État dans les domaines concernés. Ainsi, quand il y a un décret sur, par exemple, l'environnement, eh bien, ce sont les ministres des 28 pays, 27 aujourd'hui, de l'environnement qui vont se réunir pour essayer de proposer des textes de loi. Donc cet organigramme est né, enfin, ces institutions se sont renforcées, se sont précisées avec le traité de Maastricht. Et du coup, vraiment, l'Union européenne devient vraiment plus qu'un partenariat, c'est vraiment presque une association ou en tout cas une entité à part entière. Cette entité donc, va également essayer de mettre en place des mesures communes et des politiques communes. Vous avez étudié la PAC, la politique agricole commune, qui a été donc décidée en 1962. Effectivement, en 1962, la situation de l'agriculture en Europe n'était pas bien brillante puisqu'il n'y avait que 6 millions d'agriculteurs pour 250 millions d'Européens. C'était complètement insuffisant. Donc les objectifs de cette politique agricole commune étaient de fournir suffisamment à manger donc, aux Européens, d'avoir une politique commune à tous les pays membres et surtout soutenir les agriculteurs en les aidant financièrement et ainsi donc leur permettre de se développer correctement.
Aujourd'hui, cette politique agricole commune fonctionne bien. Il y a une réelle augmentation de la production. L'agriculture s'est modernisée. Mais par contre, aujourd'hui, on a des gros problèmes de surproduction, ce qui fait qu'il y a des prix qui sont plutôt à la baisse, et ce qui n'est pas forcément pour être positif pour les agriculteurs qui se plaignent effectivement de cours au niveau des produits agricoles trop bas. Et certains n'arrivent pas à faire face à cette réalité. Il y avait donc d'autres politiques également mises en commun, mises en place par l'Union européenne dans divers domaines. Donc on a vu le marché commun avec l'espace Schengen qui donc représente la libre circulation des services, des marchandises, des capitaux et des hommes. Il y avait également un programme qu'on appelle Erasmus. Ce sont des échanges d'étudiants habitant les pays membres et qui peuvent donc passer une partie de l'année de leurs écoles, les grandes écoles supérieures dans un des pays membres de l'Union européenne, voire partenaires, donc un petit peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas rare, peut-être que vous le ferez vous aussi, d'aller passer 6 mois au moins donc à l'étranger pour continuer vos études si vous en avez cette possibilité. Il y a plusieurs politiques également, donc par exemple la PESC, c'est-à-dire la politique étrangère de sécurité commune, qui par exemple, pour donner un exemple précis, lutte contre la piraterie en Méditerranée. Il y a également la volonté d'installer une seule monnaie unique, donc l'euro, qui aujourd'hui est adopté par 19 pays sur 27. Donc toutes ces mesures sont véritablement là pour renforcer l'idée d'un partenariat, plus qu'un partenariat entre les pays membres de l'Union européenne. Pourtant, aujourd'hui, nous nous confrontons véritablement à un gros problème, c'est la diversité culturelle. Vous l'avez vu avec cette caricature où en 1957, quand la CE naît, il n'y a que 6 pays fondateurs, donc faciles, qui parlent le même langage, qui ont les mêmes objectifs, qui ont pratiquement les cultures sensiblement identiques. Et pourtant aujourd'hui, donc 27 pays, 28 depuis avant le 31 janvier 2020, 28 pays qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes façons de voir et du coup, effectivement, qui sont parfois en désaccord sur certains domaines ou certaines questions au niveau de la politique étrangère, au niveau de la politique intérieure. Cette diversité peut, en temps de crise, être mis en question et du coup, c'est pourquoi en 2016, les Britanniques ont voté le Brexit qui prend véritablement effet au 31 janvier 2020. Je vous demande cette semaine de compléter ce croquis. Effectivement, donc je vous demande de le compléter. Et si vous faites attention, les pays membres de l'Union européenne s'arrêtent au 31 décembre 2019. Ça veut dire qu'il faut que vous coloriez le Royaume-Uni. Il faudra être très très attentif à cette date du 31 janvier 2020. Avant, après. 28 pays avant, 27 pays après. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ce chapitre. Qu'est-ce qu'on doit retenir en général ? On doit retenir que l'Union européenne est une construction qui est longue, qui a commencé en 1951, qui continue d'évoluer, qui a longtemps donc fait adhérer des pays, dont d'ailleurs il y a toujours certains pays qui sont candidats. Et puis finalement qui est remis en cause par les Britanniques notamment. Il y a eu une remise en cause également à un moment donné par la Grèce, par la Hongrie aujourd'hui, avec les migrations qui déferlent en Europe. La Hongrie qui ferme ses frontières, donc qui refuse un petit peu l'état d'esprit de l'espace Schengen.
Donc effectivement, autant de remises en question et pourtant, cette Union européenne semble être l'un des moyens les plus importants que les pays européens aient mis en place pour ensemble être confrontés à la concurrence des pays asiatiques ou la concurrence des pays états-uniens. Et ces 27 pays, 28 ou 27 pays sont aujourd'hui la première puissance commerciale au monde. Ça veut dire que quelque part, ce partenariat économique fonctionne. Il reste encore à approfondir d'autres domaines comme la politique étrangère, la sécurité, la justice et d'autres points économiques à continuer d'approfondir. J'espère que ce chapitre n'a pas été trop difficile. N'hésitez pas à me contacter quand si vous aviez un problème. Je suis toujours disponible sur mail.